tu ne l'affiches. Ben finalement non. Donc il y avait beaucoup de vigueur et de rugosité, et aussi beaucoup de tendresse qui a toujours été pour moi une sorte d'emballage du désarroi, en tout cas du doute. Quand Sœur Emmanuelle revient en France, en 1993, à la demande de ses supérieurs, elle prend pleinement conscience que la pauvreté et la misère existent aussi dans les pays riches. C'est un choc pour elle. Elle est très surprise et elle se révolte face à ce qu'elle ne comprend pas. Les riches vivent dans une abondance matérielle, mais souvent dans une grande misère spirituelle et une grande solitude. Alors que ses supérieurs lui avaient demandé de se reposer, cette femme d'action, insatiable, décide à 83 ans donc de se lancer dans de nouveaux combats. À Fréjus, avec les SDF, avec qui elle va vivre un temps, à Bobigny, en région parisienne, où elle ouvre en 2005 la Chrysalide. C'est une maison pour aider les femmes seules, sans ressources, avec des enfants en bas âge. Cette maison s'appelle la Chrysalide. Elle est née il y a 3 ans de la volonté de Sœur Emmanuelle. Un ancien hôtel insalubre transformé en résidence d'accueil pour enfants en bas âge, mais aussi pour leur maman. Elles ont entre 18 et 25 ans, elles ont en général vécu des histoires familiales très lourdes, avec beaucoup de violence. Si elles arrivent ici, c'est qu'elles sont un peu perdues avec leur enfant qui vient de naître ou leur deuxième enfant qui est tout petit. Et l'idée ici, c'est de leur proposer un toit. La première chose, c'est d'avoir un toit pour se poser. Et ensuite, un accompagnement à la fois pour l'enfant et pour elle. Et ça, c'est vraiment l'héritage de Sœur Emmanuelle. Il y a beaucoup de trésors à l'intérieur des personnes. Il faut juste aller les chercher et leur faire croire qu'elles sont capables de faire des choses qu'elles-mêmes ignorent, quoi. Pour que ces jeunes femmes puissent faire une pause, souffler un peu et se reconstruire, leurs enfants sont gardés par des assistantes maternelles. Cela leur laisse le temps d'entreprendre une formation et de chercher un travail. Pour les aider à retrouver des repères, des activités régulières comme l'atelier cuisine ponctuent leur vie dans le centre. Blanc. Par contre, on va enlever la spatule parce que sinon ça va casser les blancs. D'accord ? Continuez. Jusqu'à tout mettre les blancs. Plus qu'une leçon de gastronomie, cette activité est un moyen de retrouver l'envie de vivre ensemble. Le but, c'est un moment de convivialité, de partage, et puis aussi au niveau éducatif, au niveau du... on peut leur donner... Il y en a une qui me fait là-bas, qui me tire la langue. On essaye de les aider à s'organiser, on va dire, au niveau de la préparation du repas, avec le côté aussi pédagogique dans le repas équilibré, avec les légumes, de bien les stimuler, puis leur faire découvrir aussi d'autres goûts. Parce que des fois, elles sont comme les ados, non, j'aime pas, je connais pas, voilà. 19 femmes et leurs enfants habitent dans cette maison pour une durée minimale de 6 mois. Parmi elles, Mokhtaria, cela fait 2 ans qu'elle est arrivée à la Chrysalide. Juste comme disait Inès. Là, c'est le hall. Avec ses 2 enfants, elle commence à mener une vie enfin stabilisée. Hop, là c'est le lit à Yanis. Et là, le lit à Inès. T'es bien là ? Ouais, je suis tranquille avec mes enfants. J'ai une maison, j'ai un toit sur ma tête. Je dors bien, je suis posée. Je peux m'en sortir dans la vie, quoi, on va dire. Ce confort a un prix. Chaque résidente paie un loyer et doit respecter des règles de vie. Ici, les filles sont libres, sans pour autant être livrées à elles-mêmes. C'est important qu'il y ait ces règles. Bah oui, c'est quand même par rapport à nous, parce que vu que nous, on est des femmes seules, et qu'il faut qu'on s'en sort dans la vie, il faut qu'on ait notre tête posée pour retrouver un emploi, pour travailler, pas avoir dans notre vie notre copain, mais c'est notre vie de famille d'abord pour s'en sortir. Et après, là, une fois qu'on aura notre maison, on verra bien. Un peu d'eau. Être autonome, avoir un travail et une maison, Irène y est parvenue. Elle le doit, selon elle, à Sœur Emmanuelle. C'est fini. Si elle n'avait pas existé, je sais, peut-être je serais arrivée, mais je sais pas comment. Ça aurait été beaucoup plus difficile par rapport à ce que j'ai vécu. Ça aurait été très très dur. L'année dernière, elle a tout fait pour la rencontrer et lui exprimer sa gratitude.
Elle nous encourageait dans nos démarches. Elle nous a dit qu'elle était très très fière de nous voir là. C'était yalla, yalla, la vie est belle. Ça c'est... À chaque fois elle répétait, je sais pas, c'était comme... Moi j'ai eu comme l'impression que c'était pour nous dire, faut pas baisser les bras, même si c'est dur, quels que soient les moments qu'on traverse, il faut toujours persévérer, il faut toujours se dire ça va aller. Depuis 1980, Sœur Emmanuelle a créé une association laïque, ASMAE, qui veut dire Association Sœur Emmanuelle, qui intervient dans de nombreux pays du monde auprès de plus de 70 000 enfants. Cette association améliore la condition des enfants défavorisés et met tout en œuvre pour qu'ils aient la chance de devenir des adultes heureux et responsables. Dans chaque pays, l'association de Sœur Emmanuelle travaille main dans la main avec les populations locales, car ce sont elles qui sont au plus près des besoins réels des enfants. Par respect pour les traditions locales, elle n'apporte jamais de solution toute faite. L'association intervient en Égypte avec Sœur Sarah, mais aussi en Inde, au Liban, à Madagascar, aux Philippines, au Soudan et au Burkina Faso, où travaille Georgia. Comme tous les jours, Georgia parcourt les rues de Ouagadougou. Elle est depuis 1 an et demi la coordinatrice d'ASMAE au Burkina Faso. ASMAE travaille beaucoup sur l'éducation, sur la formation, sur la santé primaire, cherche à toucher les publics les plus défavorisés, les enfants des rues, les enfants handicapés. Georgia est le trait d'union entre les 10 associations locales qui interviennent auprès de 4000 enfants. Plus encore, elle est à leur écoute et leur apporte un soutien logistique et financier. Un métier qui lui laisse très peu de répit. Mon bureau, c'est ma moto. Dans la philosophie d'ASMAE, il est primordial d'agir le plus tôt possible auprès des plus défavorisés. De la maternelle, le préscolaire comme on dit ici, jusqu'à la formation professionnelle. Il n'y a aucun préscolaire qui puisse accueillir ces enfants. Il y a des préscolaires un peu plus loin, quelques kilomètres d'ici, mais ils sont tous privés et les inscriptions sont assez onéreuses. Donc les enfants de familles un peu plus défavorisées n'ont pas du tout accès au préscolaire en temps normal. Cette association, qui comme toutes les autres a développé son propre projet, bénéficie du soutien d'ASMAE. Ici on chante, on s'éveille, on apprend la vie et plus prosaïquement on se nourrit. Donc vraiment le boulot de la coordinatrice, c'est d'être à l'écoute, de discuter, de proposer, être dans l'échange d'idées. C'est les associations locales qui comprennent le mieux le contexte, qui ont toutes les clés de compréhension culturelle, qui ont toutes les clés d'accompagnement social. Après, nous on travaille ensemble pour améliorer la qualité de la prise en charge. Autre lieu, autre nécessité. Intervenir auprès des enfants des rues. Pour les approcher en douceur et les mettre en confiance, ce centre d'écoute commence par leur proposer nourriture et soins. Ça va Jacques ? Ouais, ça va bien. Non, je n'ai pas touché. Moi, je ne touche pas. Normalement, on ne touche pas avec ça. C'est bon, on ne touche pas. Souvent, ils viennent, c'est pour cette hygiène, mais c'est la famille qui cherche, ils recherchent aussi. Et puis, ils ont beaucoup besoin d'affection. Lanka, Malora. Oui. Quand je suis assise. Ça, c'est bien aussi. Hein. Oui, parce que je l'aime. Avec du temps et de la patience, les enfants se laissent apprivoiser. Les faire parler, construire avec eux une relation durable une fois le contact établi,
C'est le travail de Cédric, pédopsychiatre et formateur, qui vient en aide aux intervenants locaux. Sinon, qu'est-ce que vous attendez pour repartir à l'école alors? Qu'est-ce que tu attends pour partir à l'école? Mais il faut payer. Ah, donc payer l'inscription. Oui. L'inscription. Et puis d'avoir toutes les affaires. Les cahiers. Oui. Ça. Tes parents ne peuvent pas payer? Non, mon père est mort. Bon, ma mère est remariée et puis maintenant, quand elle est remariée, elle a remarié à un autre homme. Lui aussi ne veut pas me mettre à l'école. Si ce n'est pas ma mère qui se débrouille pour avoir l'argent. Comme tu n'es pas son enfant, oui. Il ne veut pas s'occuper. C'est ça? Et si tu repars là-bas, il va accepter que tu viennes à la maison? Je sais pas. Puisqu'on commence à se connaître bien, on voit que tu es sérieux. Toi, tu prends pas la colle? Souvent, je prends. Tu prends aussi. Et là, aujourd'hui, tu n'as pas pris, non? Tu n'as pas pris aujourd'hui? Non, faut laisser ça. c'est des cigarettes seulement, j'ai fumé le matin. Ça non plus, c'est pas bon. Et qui donne la cigarette? C'est aussi tu Je paie. Tu payes. C'est pas mieux payer à manger. D'ici quelques mois, je pense qu'Ibrahim, tu seras à l'école. Hein? Inch'Allah. Mais quand je vais partir, vous allez me donner quoi? Si je te donne 200 francs, demain tu n'as plus 200 francs. Et si je te donne un beau cahier, c'est bien là. Ça, tu vas pouvoir faire l'école longtemps. La nuit est tombée, mais pour Georgia, l'action continue. C'est pour dire que l'association est là, elle les laisse pas tomber la nuit. Est-ce que c'est ici qu'il y en a un qui s'est blessé là l'autre jour? Ouais. C'est ici, hein? Il y en a un qui est tombé dans un fer là comme ça et qui s'est transpercé le dos là. Pour offrir un peu de confort et de sécurité aux enfants les plus démunis, l'association à laquelle appartient Moussa a ouvert un foyer d'hébergement. Là, c'est le dortoir des enfants. C'est nos enfants, c'est nos petits frères. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Il y a un petit qui veut devenir médecin. Ouais. S'il devient médecin, vraiment, ça sera notre réussite à tous. Médecins, pilotes de ligne, c'est leur rêve. Mais pour l'instant, l'heure est au rattrapage scolaire et à l'apprentissage d'un premier métier vers une vie libre et autonome. Suivre la voie de Sœur Emmanuelle, c'est quoi aujourd'hui? C'est vraiment reprendre sa conception de croire en l'homme. Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est les hommes qui ont toutes les solutions de leur avenir, qui ont toutes les clés de compréhension de leur contexte. Et donc Asmae est juste là pour les appuyer, pour les accompagner dans ces solutions. Mais voilà, c'est juste leur donner les moyens de faire. Yalla. Les associations comme celle de Sœur Emmanuelle, mais comme Emmaüs, comme ATD Quart Monde, ont comme caractéristique d'avoir refusé de choisir entre lutter contre la pauvreté dans les pays pauvres et lutter contre la pauvreté dans les pays riches. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui, on parle de la mondialisation de la finance, comme si seuls les riches avaient le droit de traverser la planète, de s'occuper de grands sujets, et qui font croire qu'en revanche, il y a d'autres choses qui sont cloisonnées, comme s'il n'y avait aucun impact entre la pauvreté dans les bidonvilles des pays africains et la pauvreté dans la périphérie de nos villes. Et en fait, si on n'arrive pas à traiter la pauvreté dans les pays du Sud, on ne résoudra pas la pauvreté dans nos pays. Certains l'ont parfois critiqué pour ce penchant, mais qu'est-ce qu'il était efficace. Sœur Emmanuelle avait un talent sans pareil pour médiatiser sa personne, mais toujours dans un seul but, faire avancer ses combats. Très à l'aise sur les plateaux de télévision, elle avait annoncé dans un journal télévisé que je présentais, c'était maintenant il y a 16 ans, en 92, et ça nous avait tous un petit peu surpris, qu'elle se retirait de la vie médiatique. Sœur Emmanuelle a décidé de se retirer de toute vie publique. À 84 ans, celle que l'on surnomme la religieuse des bidonvilles et la grande chiffonnière du Caire va désormais se consacrer entièrement aux enfants déshérités de cette capitale égyptienne pour lesquels elle se bat depuis maintenant 21 ans. John Paul Le Perse a recueilli sa toute dernière interview donc. Seigneur, prends pitié de moi et des journalistes.
Emmanuelle est une bonne sœur. C'est aussi une sacrée bonne femme. Depuis des années, elle parcourt le monde, de conférences en bidonville, auprès des catholiques comme des musulmans. Voici sa dernière apparition en public il y a 2 jours. Comme toujours, elle se bat, pas pour la charité, mais pour la justice. J'ai commencé à gueuler. J'ai gueulé. J'ai dit, vous allez laisser mourir 7000 enfants. Comme ça, alors que vous gâtez, vous pourrissez vos enfants. 1 heure avant, elle préparait son discours à côté de sa valise. Elle acceptait sa dernière interview. Jusqu'à mardi minuit, je te reçois. Mercredi, 0. 1 minute, je te reçois plus. Vous voulez plus voir les journalistes? Personne, ni journaliste, ni télévision, ni radio. Et pourquoi? Parce que c'est une décision que j'ai prise avec ma supérieure. Qu'est-ce que vous allez raconter ce soir d'important? Je sais rien, viens m'écouter. Je vais parler de la vie et de la mort ce soir, si tu veux savoir. 1 pas, 2 pas, 3 pas, je tourne le dos. Allez hop, on s'en... Ça y est, c'est fini. Depuis aujourd'hui minuit, Cendrillon Emmanuel a retrouvé son bidonville. Je l'ai parfois moquée sur cette vraie fausse sortie et elle me dit « Oh bah tu sais, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis ». Et je crois que c'est le seul mensonge que l'on connaisse de sœur Emmanuelle puisqu'en 92, sa carrière médiatique ne fait que commencer. Et plus le temps passe, plus elle est à l'aise, plus elle tutoie ses interlocuteurs, plus elle devient populaire. Ce petit bout de femme exerce une véritable fascination sur nous tous, journalistes, animateurs. Nous avons été nombreux à succomber au charme de la petite bonne sœur en gris avec ses baskets aux pieds. Je me souviens de ses affectueux « Mon petit Patrick, tu devrais faire ceci ». À l'écran, elle laisse toujours éclater sa vraie nature, son enthousiasme, son bonheur de vivre. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue sur le plateau de cette marche du siècle qui a été réalisée en collaboration avec la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Regardez bien ce visage, ce beau visage. C'est celui d'une femme qui arrive vers la fin, vers le terme de son action. C'est ce qu'elle est venue dire ce soir et c'est une forme d'adieu. C'est aussi un visage qui n'a, à mon avis, rien perdu de cette lumière qu'elle a décrite et qu'il habitait déjà dès l'âge de 20 ans, car à 20 ans, sœur Emmanuelle, vous aviez un rêve et il a guidé absolument toute votre vie. Quel était donc ce rêve? Ce rêve, c'était d'aller vers les enfants malheureux à travers le monde pour les sauver. C'était d'abord une femme qui rayonnait et qui rayonne pour les autres. Donc c'était un rayonnement qui se faisait aussi sur le plateau. Il se faisait là-bas, il se faisait dans la rue, il se faisait dans les campus et sur les plateaux de télévision. Donc il n'y avait pas elle était naturelle partout. Donc il n'y avait pas de jeu de sa part. La joie du bidonville, c'est que du matin au soir, on est prêt à chanter. Est-ce que vous êtes prêts à chanter, vous autres, oui, du matin au soir? Attendez, on va chanter. Mais non! On va chanter le Stabat Mater. Stabat Mater, oui. Aujourd'hui, vendredi saint, hein? Oui. Oui, c'est vrai. Mais Bernard, dis-moi la vérité. Oui, je vous dis la vérité. Tu n'es pas chiffonnier du Caire, hein? Oui. Eh bien, je te dis, tu n'es pas prêt à chanter, toi, du matin au soir, Bernard. Non, c'est vrai. Voilà. Alors, vous avez raison. Eh bien, il y a là un mystère. Oui. Pourquoi Oui. un homme qui n'a rien qu'une voiture tirée par un âne, avec laquelle il va chercher les ordures des autres, qui vit de ces ordures, au milieu de ces ordures, pourquoi cet homme a-t-il quelque chose de léger, je ne sais pas moi, nous rigolons, nous autres, chez les Chinois. Nous rigolons, vous entendez le terme, et c'est vrai. Mais attends, il y a des gangsters, il y a tout... Oui, bien sûr, c'est des braves gens, c'est des très braves gens. C'est mes amis, il ne faut pas dire du mal de mes amis. Non, mais on n'en dit pas de mal. Moi, c'est vrai que non, mais pardon, Bernard, tu dis des gangsters. Oui. Ce sont des braves bandits.
De braves bandits. Des bons larrons. Voilà. Des bons larrons. Voilà. Ça c'est bien. Elle riait, mais elle faisait rien. Je trouve qu'elle avait, alors notamment sur un plateau de télévision où le rire c'est aussi un des ingrédients de ce qui se passe. Je trouve qu'elle elle avait le sens de la répartie, le sens du moment, le sens du jeu. Voilà, c'était aussi un personnage qui savait jouer. Étant qui elle est, il ne peut pas vous échapper le côté totalement superficiel, presque incongru